Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le professeur Sqalli, Fatem Zahra, et je vais assurer l'enseignement de la partie métabolisme de votre module enzymologie et biochimie métabolique. Au cours de cette première séance, nous allons parler des besoins énergétiques dont l'organisme a besoin. Pour vivre, l'être humain a des besoins pour construire son organisme et pour vivre. Et ceci passe par une énergie. Cette énergie lui est apportée par l'alimentation. Cette alimentation est constituée de fruits, de légumes, de lait, de farine, de viande, et ainsi de suite. Quelle est la composition de cette alimentation? Cette alimentation est constituée de nutriments qui sont les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines, les minéraux et bien entendu l'eau. Comment sont dégradés ces nutriments dans l'organisme? Alors, quand les nutriments sont absorbés par l'organisme, ils vont subir ce qu'on va appeler un ensemble de réactions et ces ensembles de réactions et voies de dégradation des molécules qu'on va appeler le catabolisme. Mais il existe aussi des voies de synthèse de ces nutriments qu'on appelle anabolisme. Donc l'anabolisme, c'est l'ensemble des réactions et des voies de synthèse des molécules. L'ensemble catabolisme et anabolisme est appelé métabolisme. Donc le métabolisme que nous allons étudier, ce sera essentiellement des réactions qui se déroulent dans l'organisme et ces réactions, nous allons les voir par deux voies, les voies anaboliques et les voies cataboliques. Donc le métabolisme cellulaire est l'ensemble des réactions biochimiques nécessaires à la vie de la cellule. Le métabolisme de chaque cellule apporte à notre corps de la matière pour le construire et de l'énergie pour le faire fonctionner. Les organes, alors dans l'organisme est constitué d'organes, bien évidemment, et il y a des organes où on va avoir du catabolisme et des organes où nous allons avoir de l'anabolisme. Eh bien, les organes qui ont le plus besoin d'énergie seront le siège du catabolisme, tels que le cerveau, le rein et le muscle. Et les organes de stockage, comme le foie, le tissu adipeux, seront des organes d'anabolisme. Maintenant, nous avons dit que le métabolisme, c'est essentiellement des réactions. Une réaction, par définition, il y a un substrat qui va nous donner un produit au cours d'une réaction. Et en biochimie, le catalyseur de cette réaction, ce sera des enzymes. Mais maintenant, la question à laquelle nous allons chercher à répondre, comment déterminer le sens d'une réaction biochimique? Pour cela, nous allons nous intéresser à la bioénergétique, c'est-à-dire l'énergie cellulaire. La bioénergétique est la partie de la biochimie qui étudie et explique les mécanismes des transformations de l'énergie dans les tissus. Alors, comment l'énergie est-elle utilisée par les organismes vivants? Alors, une cellule fonctionne. Elle produit, elle climatise, elle transporte, elle communique, elle détruit. Donc, toutes ces fonctions nécessitent de l'énergie. La bioénergétique étudie l'approvisionnement, l'utilisation et les transferts d'énergie dans la cellule. Alors, cette énergie, elle est intitulée l'énergie libre de Gibbs. Gibbs est un chercheur qui a mis en évidence cette énergie. Donc, en permanence, une cellule capte de l'énergie du milieu extérieur, par exemple l'énergie lumineuse, cède une partie de cette énergie au milieu extérieur sous forme de chaleur,
transforme le reste de cette énergie en travaux cellulaires. Alors, une molécule, nous avons dit que le métabolisme, c'est le métabolisme. Au cours du métabolisme, nous allons avoir essentiellement des réactions. Au cours de ces réactions, il y a un substrat qui se transforme en un produit. Or, le substrat, la molécule substrat, a une énergie propre. Et le produit a une énergie propre. Donc, la variation d'énergie de Gibbs, qu'on va intituler delta G prime, et on va expliquer ça, mesure la partie de l'énergie d'un système qui produit un travail utile. Donc, nous avons dit que le substrat a une énergie et le produit a une énergie. Et lorsqu'on passe d'un substrat à un produit, il y a une variation d'énergie qu'on va appeler l'énergie libre de Gibbs. Delta G', quand delta G' est négatif, la réaction se déroule spontanément. Quand delta G est positif, la réaction ne peut avoir lieu sans un apport d'énergie libre de Gibbs d'une autre réaction qui lui est couplée. Quand delta G est égal à 0, la réaction ne peut plus effectuer un travail utile, la réaction se déroule à l'équilibre. La mesure de l'énergie libre de Gibbs nécessite de définir un état standard. Donc, on va expliquer ce que c'est que cet état standard. Un état standard est un état de laboratoire. On va définir des conditions bien particulières. Les conditions standards pour le biochimiste sont le pH 7. Donc, on va travailler avec une concentration de protons H+, de 10-7 molaires. La variation d'énergie libre de Gibbs standard est désignée delta G indice 0'. Alors, le 0, ce sont les conditions standards, et on va les définir, et le prime, c'est le pH 7. Alors, donc, nous avons dit que le métabolisme, c'est un ensemble de réactions qui se déroulent dans les cellules, soit la réaction, le substrat A, qui nous donne B. Donc, A a une énergie propre et B a une énergie propre. Et pour passer de A à B, il y a une variation d'énergie qu'on va définir ce que sont les conditions standards. Alors, le standard, delta G, c'est la variation d'énergie libre. Et ce petit indice veut dire dans les conditions standards, on va le définir, et le prime veut dire à pH 7. Donc les conditions standards sont les conditions de température à 25 degrés, donc en degrés Kelvin, c'est 298 degrés Kelvin, les concentrations des réactifs 1 molaire avec une pression atmosphérique de 1 atmosphère. Les concentrations de l'eau sont 55,5 molaires. Ça, c'est les conditions standards. Donc, delta G0' est indépendante des étapes de la réaction, ne donne aucune indication sur la vitesse de la réaction. Ça, c'est delta G dans les conditions standards. Maintenant, dans les conditions réelles, delta G', donc à pH 7, est égal à delta G0 dans les conditions standards à pH 7, plus R, constante des gaz parfaits, T, la température absolue, logarithme des produits sur les réactifs. Donc voici un exemple, pas un exemple chimique, nous avons la molécule A qui a une énergie libre propre qui va se transformer en un produit B qui a une autre énergie qui lui est propre. Donc pour passer de A à B, cette réaction nécessite qu'on lui apporte de l'énergie puisque l'énergie de B est supérieure à l'énergie de A. Donc pour passer de A à B, cette réaction nécessite de l'énergie. Et on dit que la réaction est endergonique, elle a besoin d'énergie pour être réalisée. Maintenant, le B devient un substrat pour se transformer en C et on voit que le niveau de B est plus élevé que le niveau de C. Donc quand on va passer de B à C, il va y avoir la variation d'énergie libre, il va y avoir une libération d'énergie et on dit que la réaction est exergonique. D'accord? Donc, lorsque la réaction est endergonique, la réaction a besoin d'énergie pour se faire. Et quand la réaction est exergonique, la réaction libère de l'énergie, elle se fait spontanément. Et donc, la variation d'énergie dépend de la nature de la réaction, du pH, de la température, des concentrations initiales de A et de B et des additifs.
en résumé, si delta G, la variation d'énergie réelle, est inférieure à 0, la réaction est spontanée. Elle est exergonique. Quand delta G est égal à 0, la réaction est en équilibre énergétique et la variation d'énergie libre dans les conditions standards, elle est égale à moins RT log de la constante d'équilibre. Si delta G est supérieur à 0, la réaction est endergonique et ne peut avoir lieu, sauf si la réaction A donne B est couplée à une autre réaction B qui donne C, qui est exergonique. Donc, delta G, dans les conditions réelles, B qui nous donne C, plus la variation d'énergie libre de A qui donne B, doit être inférieure à 0, doit être négative. La réaction est couplée à une autre réaction très exergonique, telle que, d'un point de vue biochimie, l'hydrolyse de l'ATP. Donc maintenant, nous allons étudier des réactions. On a dit que la variation d'énergie libre dépendait de la nature de la réaction. Ici, la nature de la réaction, nous allons voir des réactions de phosphorylation. Alors, ici, la réaction que nous allons étudier, c'est la phosphorylation du glucose par l'ATP. Cette réaction, nous allons la voir dans la glycolyse. Et c'est une réaction qui est catalysée par des kinases, la glucokinase. Alors, cette réaction, nous pouvons la diviser en deux demi-réactions. La réaction de phosphorylation du glucose par un phosphate inorganique, c'est une réaction qui demande de l'énergie, c'est une réaction endergonique, elle a besoin d'énergie pour se faire, alors que l'hydrolyse de l'ATP va libérer de l'énergie, et on voit que l'énergie est importante. Donc, pour que cette réaction de phosphorylation du glucose puisse avoir lieu, il faut la coupler avec l'hydrolyse de l'ATP. Et voici la réaction finale. ATP plus glucose nous donne glucose 6-phosphate plus ADP. Le couplage de ces deux demi-réactions nous donne une réaction thermodynamiquement favorable puisque c'est une réaction qui est exergonique, elle libère de l'énergie. Nous allons voir un autre exemple qui est, et cette fois nous allons phosphoryler de l'ATP à partir de l'ADP. Cette réaction aussi, nous allons la voir dans la glycolyse lorsque nous allons étudier le métabolisme du glucose. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Ça, cette molécule s'appelle le phosphoénolpyruvate, qui est une molécule de la glycolyse. Cette molécule va se transformer en pyruvate. C'est une réaction où on va casser la molécule ici, on va déphosphoryler le phosphoénolpyruvate en pyruvate plus un phosphate inorganique. Cette réaction, vous voyez, elle libère moins 62 kJ par mol. Bien, l'énergie qui de cette hydrolyse, de cette liaison, va nous permettre de phosphoryler un ADP et nous donner de l'ATP. Le couplage de ces deux demi-réactions permet, donc le phosphoénolpyruvate plus l'ADP nous donne le pyruvate plus ATP. Et là, vous voyez que la réaction est fortement exergonique puisqu'elle libère moins 31,5 kJ par mol. Et donc, vous voyez que pour phosphoryler, et c'est dans les exemples de réactions de phosphorylation, ce sont deux réactions exergoniques. Alors, l'ATP, c'est le carburant énergétique de la cellule. Toutes les voies métaboliques ont pour but d'apporter l'énergie nécessaire aux muscles sous forme d'ATP. Cette molécule est le carburant indispensable pour permettre la contraction musculaire. Dans le milieu cellulaire, l'ATP se trouve combiné au magnésium sous forme d'un complexe magnésium-ATP. Pourquoi? Parce que les kinases, pour fonctionner, elles nécessitent du magnésium. C'est pour former le complexe enzyme-substrat, le magnésium est fortement important. Sinon, la réaction ne peut pas se faire. Et pourquoi? Parce que le magnésium étant, c'est du Mg2+, alors que l'ATP, c'est 2 charges négatives. Il faut neutraliser les charges négatives de l'ATP pour qu'elle puisse se fixer sur le site actif de l'enzyme. Alors, il n'y a pas de constitution de réserve d'ATP
Par contre, lors de l'effort, l'ATP est rapidement fabriqué à partir de différentes voies métaboliques, si bien qu'il n'y a jamais de diminution du taux d'ATP, même lors d'une contraction importante. Alors cet ATP, voici sa formule, l'adénine, le ribose et 3 phosphates, ATP. Et ici, quand on hydrolyse l'énergie, elle se trouve dans cette liaison-là et dans cette liaison-là. L'ATP, elle est à 10 puissance 9 mol par cellule, forme de stockage et transport énergétique. Il y a 2 liaisons riches en énergie, celle-là et celle-là. La durée de vie est très brève. Consommation au cours d'un exercice violent, 0,5 kg par minute. Alors, comment l'ATP est-elle une source d'énergie? Soit par hydrolyse d'une liaison anhydride d'acide, soit par transfert d'énergie dans une liaison phosphate. L'ATP plus l'ADP est constant. Par contre, le rapport ATP sur ADP varie en fonction de l'état énergétique de la cellule. Ici, nous avons un tableau récapitulatif d'un certain nombre de molécules qui sont riches en énergie. Alors, on dit que la variation d'énergie libre, la liaison riche en énergie, lorsque la variation d'énergie libre dans les conditions standards est inférieure à moins 25 kJ par mol. Voici un exemple de molécules riches en énergie. Par contre, même si ici, les molécules libèrent de l'énergie, ce sont des molécules non riches en énergie. Maintenant, nous allons voir les réactions d'oxydoréduction. Et cette fois, on va parler de potentiel d'oxydoréduction. Alors d'abord, nous allons définir ou vous rappeler, c'est quoi une réaction d'oxydoréduction? Alors les notions d'oxydation et de réduction. Une oxydation, c'est quoi? Une oxydation, c'est un gain d'oxygène, une perte d'hydrogène, une perte d'électrons. Une réduction, c'est une perte d'oxygène, un gain d'hydrogène, un gain d'électrons. Donc nous avons deux notions, la notion d'oxydation et la notion de réduction. Une oxydation, on gagne un oxygène, on perd un hydrogène, on perd un électron. Une réduction, on perd un oxygène, on gagne un hydrogène et on gagne un électron. Donc, quand on va parler d'une réaction d'oxydoréduction, ça veut dire qu'il va y avoir une molécule qui va s'oxyder et une molécule qui va se réduire, et inversement. Dans une réaction d'oxydoréduction, il y a un couple d'oxydoréduction constitué de deux demi-réactions qui sont couplées et réversibles. Un réducteur qui fournit les protons et les électrons et s'oxyde, et un oxydant qui capte les protons et les électrons et se réduit. Voici un exemple de réaction d'oxydoréduction. L'acide lactique, que vous connaissez, c'est un acide qui est produit dans les muscles. Quand vous faites un exercice intense et que vous ne respirez pas suffisamment, vous avez mal aux muscles, c'est l'acide lactique. Donc cet acide lactique plus le NAD+, le nicotine adénine dinucléotide, alors cette molécule-là, la molécule d'acide lactique ici présente, va perdre des hydrogènes et des électrons, et celle-ci va les gagner. Donc, on va oxyder l'acide lactique en acide pyruvique et on va réduire le NAD+ en NADH. Alors, la demi-réaction, c'est acide lactique nous donne acide pyruvique plus 2H+, plus 2 électrons. Et l'autre demi-réaction, c'est le NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons qui va donner le NADH. Et donc, les deux demi-réactions nous donnent cette réaction-là, qui est là. Comment identifier l'oxydant et le réducteur? Alors, toute réaction d'oxydoréduction est décomposée en deux demi-réactions qui sont couplées et réversibles. Chaque demi-réaction est caractérisée par ce qu'on va appeler un potentiel standard d'oxydoréduction. Et les conditions standards sont les mêmes que celles qu'on a vues pour la variation d'énergie libre de Gibbs. On appelle l'oxydant la demi-réaction qui renferme l'agent oxydant, qui va capter les électrons. Et on va appeler réducteur la demi-réaction renfermant l'agent réducteur et qui va libérer les électrons. Prenons un exemple.
nous avons une molécule AH2. Ça, c'est la forme réduite et ça, c'est la forme oxydée. B, ça, c'est la forme réduite et ça, c'est la forme oxydée. Le potentiel redox, potentiel de réduction E0', d'un couple redox mesure son affinité pour les électrons. Ça, c'est très important. Le potentiel redox mesure l'affinité pour les électrons. Alors, nous allons voir donc le potentiel redox, on a dit dans les conditions standards à 25 degrés à pH 7 et qui dépend de la concentration initiale des espèces oxydées et réduites. Mise en présence de deux couples d'oxydoréduction qu'on a vu, le transfert des H+ d'un couple à l'autre dépend du potentiel redox de chaque couple. Donc chaque couple a un potentiel d'oxydoréduction. Chaque couple a un potentiel d'oxydoréduction. Alors le transfert des H+ se fait du couple qui a le potentiel le plus bas vers celui qui a le potentiel le plus élevé. Si le potentiel redox du couple B est plus élevé que celui du couple A, donc E de B est supérieur à E de A, ça c'est le potentiel redox de B est supérieur au potentiel de A, l'oxydant c'est B et le réducteur c'est A. Donc la variation d'énergie, la variation du potentiel redox est égale celui qui a le potentiel le plus élevé moins celui qui a le potentiel le plus bas. Et ce sera toujours positif. On aura la réaction suivante. A, c'est le réducteur et B, c'est l'oxydant. Donc voici comment déterminer le sens d'une réaction. Ici, nous avons un tableau récapitulatif des différentes molécules. Celle-ci, c'est la molécule qui a le potentiel, c'est la molécule la plus réductrice et celle-ci, c'est la molécule la plus oxydante. Donc l'oxygène est la molécule la plus oxydante et l'hydrogène est la molécule la plus réductrice. Et on comprend aisément ceci. Là, nous avons la force de réduction. Ici, c'est le moins réducteur. Ici, c'est le plus réducteur. Et celle-ci, c'est la forme oxydante. Ça, c'est le plus oxydant et ça, c'est le plus réducteur. Et ici, nous avons le potentiel. Nous avons le potentiel de réduction. Voici, nous avons un exemple. Et nous allons rechercher la relation entre la variation du potentiel redox delta E, 0', et la variation d'énergie libre dans les conditions standards d'une réaction. Donc, delta G est égal à moins NF delta E. Delta G, c'est la variation d'énergie libre de Gibbs. Ici, c'est le potentiel d'oxydoréduction. F, c'est le nombre d'électrons échangés. N, c'est le nombre d'électrons échangés. Et F, c'est la constante de Faraday. Nous allons prendre un exemple. Là, ça, c'est la molécule la plus réductrice. Ça, c'est le nicotinamide adénine du nucléotide, plus 2H+, plus 2 électrons qui nous donne le NADH. Le potentiel de cette molécule, il est de moins 0,32 volts. Ça, c'est l'ubiquinone qui va capter les H+, plus les électrons, et qui va aller, c'est son état oxydé, ici c'est son état réduit. Le potentiel redox est égal à plus 0,045 volts. Et on a vu tout à l'heure que la variation d'énergie, la variation du potentiel redox, il se fait de la molécule qui a le potentiel le plus élevé, moins celle qui a le potentiel le plus bas. D'accord? Et cette réaction, nous allons la voir dans le mécanisme de phosphorylation oxydative. Quand nous le verrons, nous verrons la chaîne respiratoire, le transfert des électrons le long de la chaîne respiratoire. Donc la variation d'énergie libre la variation d'énergie libre de Gibbs dans les conditions standards est égale 2 électrons sont échangés, F, constante de Faraday, et ici, c'est le variation delta E. C'est égal à moins 69,5 kJ par mol. Plus la différence entre les potentiels redox est élevée, plus l'énergie libérée par la réaction d'oxydoréduction sera forte. Voilà, je vous remercie de votre attention.